Bien bonjour les zincs, c'est Oz et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Bronze Age d'Aquaman. Voilà, dans une vidéo Aquaman Chronicles, t'imagines bien que je vais parler d'Aquaman. On a déjà fait une vidéo pour parler de l'âge d'argent, 1956-1970, et bien il fallait à tout prix que je parle également de l'âge de bronze. De toute manière, il y aura une vidéo Aquaman Chronicles pour chaque période de publication importante. L'âge de bronze chez DC Comics est généralement considéré comme s'établissant entre 1970 avec le Green Lantern 76, le fameux Green Lantern Green Arrow de Dennis O'Neil et Neil Adams, et l'âge de bronze se terminerait en 1985 avec le grand reboot DC Crisis on Infinite Earths, et pourquoi pas les Watchmen d'Alan Moore qui marqueraient l'arrivée dans l'âge qui va suivre, à savoir l'âge sombre. Il faut bien comprendre que ce concept d'âge, c'est quelque chose d'assez nébuleux, de pas du tout précis, parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec les dates. C'est plus un marqueur, c'est plus... on parle plus de mouvance en fait, d'une mode, mais il n'y a rien de véritablement précis, dans le sens où tu pouvais lire des choses dans les années 80 qui ne correspondaient pas du tout à ce qui se faisait dans les années 80, qui n'étaient pas du tout en phase avec leur époque. D'ailleurs, on va le voir. Hein. Et ça dépend plus des auteurs, en fait, de ce qu'ont envie de raconter les scénaristes, dans quel mode eux vont-ils se placer, plutôt que de date, en fait, que d'histoire de date. Mais, pour structurer un historique de publication aussi dense, aussi ingérable que celui de DC Comics, t'imagines bien qu'il faut mettre des marqueurs à un moment donné, tu es obligé de mettre des jalons. C'est ce que j'ai fait pour me repérer, pour me structurer dans mes lectures. Voilà. C'est exactement ce que je fais, je me mets des jalons, ça me permet de me chapitrer, ça permet de chapitrer cette série de vidéos Aquaman Chronicles. Et donc on va considérer que l'âge de bronze commence en 70 et se termine en 85. On va faire les choses de manière très scolaire pour ne pas s'embrouiller. Alors, je tiens à citer mes sources quand je fais ce genre de vidéo, parce qu'on n'est pas sur du copier-coller Wikipédia. Donc ça, ce sont toutes les apparitions physiques du personnage que j'ai répertoriées dans un comics, en comics, entre 1970 et 1985. Je tiens à préciser que cette liste n'est pas exhaustive, parce que je viens de le dire, l'univers DC Comics c'est quelque chose qui est tellement dense, qu'il se peut que le personnage soit apparu dans une histoire de Wonder Woman qui me serait passé sous le nez. Hein. Donc voilà, liste non exhaustive, j'ai quand même recensé 169 apparitions physiques entre 70 et 85, je pense que je suis pas loin de la réalité. J'ai pas tout lu. Voilà, j'ai pas lu les apparitions au sein de la Justice League of America, parce que là sinon on partait sur un projet de 25 ans. Donc j'ai lu ses apparitions en solo dans sa série solo, Aquaman, qui va se terminer à l'épisode 63. J'ai lu toutes ses apparitions solo dans Adventure Comics, dans Action Comics, dans World's Finest et dans Brave and the Bold. Donc c'est déjà pas mal. Et voilà, donc je vous ai répertorié tout ça. Et voilà ces fameuses lectures. Alors il y a des lectures physiques et il y a des lectures en démat, puisque malheureusement tout n'est pas disponible à l'achat, tout n'est pas disponible sur le commerce, et par moment on est obligé d'aller lire sur des sites pas forcément recommandables si on veut vraiment en savoir plus, et c'est ce que j'ai fait. Quoi qu'il arrive, pour les lectures physiques, les voici. The Search for Mera, on est sur un TPB qui regroupe Aquaman 40 à 48, on est en 1968. Là on est en 1970-1971 avec ce TPB, pareil, donc là on est sur les épisodes de mémoire 49 à 56, voilà, Deadly Waters. Et celui-ci, que vous connaissez, La Mort du Prince, paru chez Urban Comics il y a quelques années, pour la sortie du film je crois, voilà, que je vous recommande et qui va être extrêmement important dans cette vidéo. Donc là on est sur de la VF pour le coup, et donc là, vous l'aurez compris, on est sur de la VO. 1968, Aquaman The Search for Mera, on est 2 ans avant le fameux Green Lantern Green Arrow de Dennis O'Neil, et pourtant il s'agit, en ce qui me concerne, de la première incursion d'Aquaman dans l'âge de bronze. On pourrait dire qu'Aquaman est un personnage précurseur en ce qui concerne l'âge de bronze, et on va voir pourquoi. Steve Skitz au scénario et le génial Jim Aparo d'Un Deuil dans la famille au dessin. Pourquoi est-ce que je considère The Search for Mera comme étant la première incursion dans l'âge de bronze? Ben, simplement parce qu'on a une vraie révolution qui s'opère sur la forme et sur le fond. Déjà sur la forme, il faut savoir que les histoires Aquaman jusque-lors, que ce soit dans Adventure Comics ou dans la série Aquaman, c'était des arcs qui étaient autocontenus en un seul épisode à chaque fois. Par exemple, Aquaman 27 était une histoire avec un début, un milieu, une fin. Aquaman 28, une autre histoire. À chaque fin d'histoire, en fait, on avait un retour au statut initial qui s'opérait. Un statut final correspondait au retour au statut initial, ce qui fait que vous n'aviez pas besoin de lire l'épisode 27 pour comprendre l'épisode 28 en fait. La seule évolution qu'a eu Aquaman
pendant 10 ans, ça a été le fait de trouver sa femme, d'avoir un enfant, de se marier et de devenir le roi d'Atlantide. Vous allez me dire, c'est énorme comme évolution pour un personnage, certes, mais ça changeait pas en soi la teneur des intrigues. Et ça changeait pas le fait que vous pouviez lire n'importe quelle histoire Aquaman indépendamment l'une de l'autre. Ça va changer. Parce que Steve Skitz, il va proposer dès The Search for Mera le premier arc long d'Aquaman. On est en 9 issues, 40 à 48. Et c'est la première fois qu'on a un arc aussi long. Donc déjà, d'un point de vue marketing, c'est diabolique parce que ça va forcer les gens à retourner à la caisse chaque mois, clairement. Mais ça va permettre, en contrepartie, d'apporter davantage de développement, davantage de substance aux histoires, de casser le traditionnel schéma narratif utilisé depuis les années 60. Toutes les histoires se répétaient, toutes les histoires étaient structurées de la même manière, c'était extrêmement redondant. Là, ça permet d'apporter davantage de longueur, davantage de développement, davantage de situations, davantage de rebondissements. Et donc, dans la forme, c'est une vraie révolution pour le coup. Et dans le fond, aussi, pour plusieurs raisons. The Search for Mera, ça nous raconte la disparition de Mera. Comme c'est original, dis donc, c'est marqué dans le titre. Qui se fait enlever lors d'une promenade familiale un dimanche après-midi par des hommes grenouilles très étranges. Et forcément, Aquaman et Garth vont se lancer à la poursuite de ces hommes grenouilles qui ont enlevé Mera. Et ils vont très vite arriver, nos deux compères, dans une cité médiévale sous-marine dans laquelle ils vont être repérés et fait prisonnier dans un donjon duquel on va drainer l'eau afin de la remplacer par de l'oxygène. Et vous le savez, à cette époque-là, n'importe quel Atlante, sitôt sorti de l'eau pendant plus d'une heure, risque sa vie. Voilà, c'est très dangereux. Et donc forcément, le compte à rebours est lancé. Aquaman parvient à se sortir, lui et Garth, de cette mauvaise passe, en faisant appel à une baleine, et en cassant le donjon. Seulement Garth, il va être blessé. Et donc Aquaman va le ramener en Atlantide, auprès de Vulko, à l'infirmerie, et il va repartir en solitaire. Et ça peut paraître anodin, mais en réalité ça ne l'est pas du tout. Depuis l'apparition de Garth en 1960, les personnages étaient inséparables. Vous ne pouviez pas lire une histoire d'Aquaman sans qu'il y ait Garth à ses côtés. À part une issue au cours de l'âge d'argent, pendant laquelle Garth était remplacé par une gonzesse, mais c'était à l'époque où on essayait à tout prix de mettre une Aquagirl, de créer une Aquagirl avant que Mera existe, et donc on essayait plein de choses, et pendant cette issue de 7 pages, c'était vraiment des histoires très courtes, Garth avait été remplacé par une nana, mais c'était juste pour la blague, et puis au final, retour au statut initial à la fin de l'histoire, la nana repartait, et Garth reprenait sa place de sidekick. Mais ils étaient aussi inséparables que Batman et Robin. Garth, il était tout le temps là, pas seulement en renfort, il était tout le temps à côté d'Aquaman. C'était indissociable. Et là, dans The Search for Mera, ça change, parce qu'Arthur est obligé de faire son aventure en solo. Pendant que Garth, il recouvre ses forces à l'infirmerie. Et lorsque Garth va se réveiller à l'infirmerie, il va décider de partir à la recherche d'Arthur pour l'aider. Seulement, il va pas le retrouver du premier coup, et de ce fait, il va être embarqué dans une aventure en solitaire lui aussi. Donc il est là, Garth, il est bien dans cette histoire, il a une présence très importante, mais pas à côté d'Arthur. En tant que renfort, éventuellement, mais pas en tant que sidekick, pas en tant qu'acolyte. Et d'ailleurs on constate que Garth, c'est plus ce jeune enfant de 1960, il a pris des muscles, il a grandi, il a mûri, ça devient un homme. Ça devient un homme physiquement et ça devient un homme mentalement, parce qu'il est obligé de faire face à de nouvelles menaces en solo, sans son mentor. Et ça, c'est très méta. Parce que l'âge de bronze, qu'est-ce que c'est finalement ? L'âge de bronze, on considère que c'est une période pendant laquelle les comics évoluent avec leur lectorat, ce qui n'était pas le cas depuis la création des comics de super-héros. Lorsque les comics de super-héros sont arrivés à la fin des années 30 et au début des années 40, ils s'adressaient exclusivement à un public très jeune, avec des histoires très ingénues, très légères, très faciles d'accès. Et ça a été exactement le même cas pendant l'âge d'argent. C'est-à-dire que si vous aviez lu les histoires de Batman et d'Aquaman pendant l'âge d'or, vous n'allez pas forcément y trouver votre compte pendant l'âge d'argent, en fait, dans les années 60, parce que les histoires s'adressaient à la génération qui vous suivait, et non plus à votre génération, à vous, en fait. Et pendant l'âge de bronze, ça va changer.
Parce qu'il y a des auteurs comme justement Dennis O'Neil qu'on a cité qui vont apporter des thématiques extrêmement sérieuses sur la table dans leurs histoires et de ce fait, eh bien, ça va agrandir la cible visée. On va plus s'adresser uniquement qu'à des enfants. On va s'adresser, de par des sous-textes politiques, sur des faits de société. Tu vois, je prends l'exemple de Dennis O'Neil avec son run Green Lantern, Green Arrow. Il va parler d'énormément de choses très sérieuses, hein, très matures, comme la drogue chez les jeunes, la discrimination raciale aux États-Unis, la place de la femme dans la société, la surpopulation, l'écologie. Bref, autant de thématiques sérieuses qui ne s'adressent pas forcément à des enfants, quoi. Et donc, à partir des années 70, eh ben, les lecteurs de l'âge d'argent peuvent continuer à suivre les exploits de leurs super-héros favoris. Le lectorat grandit, le lectorat mûrit. Tout comme Garth. Et ça, c'est pas anodin. Alors, je ne vais pas prêter de fausses intentions à Steve Skitz, hein. Je ne sais pas du tout si c'était vraiment ce qu'il avait envie de raconter à travers le personnage de Garth qui évoluait, qui grandissait, qui devenait un homme. Mais en tout cas, avec le recul, c'est très clairement l'effet que ça fait, quoi. Garth est une allégorie du lecteur de l'âge d'argent. Et Garth est né pendant l'âge d'argent. Garth est né en 1960. Donc il y a des changements comme ça qui s'opèrent, le fait qu'Aquaman doivent travailler en solo, et puis pas mal de choses qui peuvent paraître anodines actuellement, mais qui à l'époque ne le sont pas du tout. Une arme à feu ici représentée explicitement. Jusque-là, dans les histoires d'Aquaman, et j'imagine des autres super-héros, mais je ne veux pas parler au nom des autres super-héros parce que je n'ai pas lu leurs histoires, mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant l'âge d'argent, dans les histoires d'Aquaman, les armes à feu étaient proscrites, interdites de représentation par le Comics Code Authority. Donc elles étaient généralement remplacées par des fusils laser qui t'envoyaient dans une autre dimension, ou qui te faisaient pousser un troisième bras, ou qui te transformaient en poisson, ou qui te rendaient invisible. Voilà, c'était le genre d'armes qu'on trouvait régulièrement dans les histoires d'Aquaman. Et là, on a un retour d'armes à feu. Ce sont des armes à feu létales qui sont représentées, avec des gens qui les brandissent et qui font feu. Ça, c'est pas anodin pour l'époque, attention. Parce que là, on surfe avec les limites du Comics Code Authority. Et puis, représentation de la violence aussi. Alors, c'est une violence qui reste contenue, qui reste mesurée, on reste en 1968. Il n'y a pas de démembrement ou d'effusion de sang à outrance. Hein. Mais le fait de voir des hommes s'affronter, de se mettre des mandales, le fait de voir Aquaman qui attaque ses adversaires en leur mettant des coups de poing, des coups de pied, etc. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les années 60. Dans les années 60, Aquaman faisait toujours appel à des anguilles électriques ou à des baleines pour se sortir d'une mauvaise passe. Mais jamais il allait affronter physiquement son adversaire. Pareil, les cadavres, ça n'existait pas dans les récits des années 60. Généralement, les gens étaient juste ligotés, bâillonnés, assommés. Il n'y avait pas de cadavres, il n'y avait pas de personnes mortes, on ne présentait pas la mort en fait. Et bien là, c'est le cas ici, il y a une représentation de cadavres. Voilà. Donc tous ces petits détails qui aujourd'hui paraissent très clairement anodins, à l'époque ne l'étaient pas du tout parce qu'on surfait avec les limites du Comics Code Authority et déjà on se rend compte que le propos de Steve Skitz est un brin plus sérieux, un brin plus grave que ce qui était fait jusque-là. Dans cette histoire, Aquaman, étant donné qu'il part à la recherche de sa femme, il va délaisser l'Atlantide et ça va être l'occasion pour un de ses sbires, un de ses acolytes, d'essayer de prendre le contrôle d'Atlantide de force en fait. Donc on a déjà cette idée qu'Aquaman n'est plus forcément légitime en tant que roi dans son propre royaume. Et ça c'est pareil, ça tranche avec les années 60 parce que personne ne se posait cette question dans les années 60. C'était normal qu'Aquaman devienne le roi d'Atlantide. Personne ne s'offusquait à cette idée, quoi. Et ben là, ça va changer. Ça va changer. Aquaman Deadly Waters. Donc ça, c'est le TPB qui vient en suivant dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'ici, on reprend à l'épisode 49, là où on s'était arrêté à l'épisode 48 de la série Aquaman. Hein, donc vraiment, ça se suit au niveau de la publication, et on va jusqu'à l'épisode 56. En 1971, et après l'épisode 56, la série Aquaman va s'arrêter. Je vais en reparler de ça. Aquaman Deadly Waters qui s'ouvre avec une issue, donc l'épisode 49 qui s'appelle The Battle Ends and the Sea Dies. Toujours Steve Skitz et Jim Aparo en ce qui concerne l'équipe créative. Et cette histoire, c'est probablement la plus réaliste, la plus terre à terre que j'ai pu lire sur le personnage à ce jour. Toute époque confondue. Alors qu'on est en 1970. Un scientifique convoque Aquaman et Aqualad en Alaska,
Parce qu'il y a un homme qui, déguisé en homme grenouille, fait sauter des usines le long du rivage, en fait, le long de la mer. Et donc Aquaman et Aqualad sont appelés, histoire d'enquêter sur cette série d'attentats, quoi. Dans cette histoire, Aquaman, il peut pas faire appel aux créatures marines, il n'a pas accès à ses pouvoirs de télépathie parce qu'en fait, les eaux sont polluées et de ce fait, les créatures marines ne lui répondent plus. Donc déjà, on a un Aquaman qui n'arrive plus à se servir de son principal super pouvoir. On parle pas d'Atlantide ici, on est vraiment dans un contexte extrêmement réaliste, on est en bord de mer et évidemment ça raconte la surindustrialisation, ça dénonce la pollution de l'océan. Et on se rend compte à la fin de l'histoire que cet homme, ce saboteur, en fait, faisait péter des usines parce qu'il en avait marre de voir les fameuses usines polluer son environnement naturel préféré. Parce que le mec est océanographe, c'est un passionné de la mer, un passionné de l'océan. Et donc il a fait ça par vengeance, en fait. C'est vraiment l'intrigue la plus terre-à-terre, la plus réaliste que j'ai pu lire concernant le personnage d'Aquaman. Même à ce jour, même Geoff Jones, même Dan Abnett n'ont pas établi de récit plus terre-à-terre, plus sérieux, en fait. Voilà. Mais par contre, à partir de l'épisode 50 qui s'appelle City on the Edge of Nowhere, là on marque un retour clairement dans les années 60. Et pourtant c'est toujours Steve Skitz qui écrit. Mais cette histoire elle est très étrange. Parce que esthétiquement parlant déjà on marque un vrai retour dans les années 60. Et puis même au niveau de l'intrigue. Comment résumer ça ? Cette histoire je la déteste. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un retour en arrière. Après avoir proposé The Search for Mera avec cette évolution dont je vous ai parlé, et puis cet issue très, très grave, très réaliste finalement sur les enjeux de la surindustrialisation, ben là on retourne dans une histoire dans laquelle Aquaman est capturé dans une dimension de poche contenue dans la bague de mariage de Mera. Voilà. Dans la bague de Mera, il y a une dimension, et Aquaman, il est aspiré dans cette dimension. Alors, on ne sait pas qu'il est dans la bague, ça c'est le twist final, hein. Maintenant je vous l'ai spoilé, voilà, mais je pense pas que vous alliez dire ce truc. Et en fait, cette dimension, elle est très étrange parce qu'elle est composée, l'atmosphère de cette dimension est composée d'eau, d'air, on ne sait pas trop ce que c'est. Quoi qu'il arrive, Aquaman peut nager à l'intérieur, Aquaman peut respirer dans cette atmosphère. Mais voilà, c'est composé de formes géométriques très étranges, de couleurs très psychédéliques. Il y a vraiment un délire psychédélique. T'as l'impression que le mec est drogué, quoi. Après quoi, on arrive en 1971... Et avec l'épisode 56, la série Aquaman disparaît. Fin. Terminos. On n'en parle plus. Aquaman déserte les kiosques, mais pas les postes de télévision américains, puisque dès 1973, il revient sur les petits écrans, dans une toute nouvelle série animée. Accompagné de la Justice League of America, Batman et Robin, Superman et Wonder Woman. Super Friends est diffusé les samedis matins de 1973 à 1985 avec pas moins de 93 épisodes de 20 minutes chacun répartis sur 9 saisons. La série est produite par la société de production Hanna-Barbera et proposée par la chaîne ABC. Le ton est à l'instar des comics des 60s, ingénu et enfantin, mais un très large éventail de personnages d'ici est utilisé, ce qui permet notamment la création de l'équipe de super vilains inédite, la Legion of Doom. Pendant 3 ans, le personnage va disparaître en solitaire, puisqu'il va continuer de partager des aventures avec la Justice League of America, dont il est un membre fondateur depuis 1960 et la création de l'équipe. Et 1974 marque le grand retour du personnage dans les pages d'Adventure Comics. Et donc là, on commence avec La mort du prince. Adventure Comics 435, septembre 1974. Adventure Comics, à la base, c'est un magazine qui regroupe plusieurs histoires de super-héros. Il y a le Spectre, il y avait Wonder Woman, il y a eu la GSA, il y a eu du Green Arrow, enfin voilà, il y a eu plusieurs personnages qui ont eu droit, il y a eu Flash aussi, plusieurs personnages qui ont eu droit à leurs petites histoires d'Adventure Comics. Et c'était généralement le Spectre à cette époque-là qui était en couverture. Vous voyez, c'est la couverture de l'époque. Aquaman, lui, il arrivait dans les histoires de fin parce que c'est un personnage que personne ne voulait lire. C'est un personnage qui n'était pas du tout vendeur déjà à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il était dans les histoires de fin, en backup stories, comme on appelle ça. Et Aquaman, mine de rien, il marque un petit retour, voilà, ni vu ni connu, en 1974 dans Adventure Comics.
Une histoire toujours scénarisée par Steve Skitz, mais là il y a beaucoup moins de... L'ampleur n'est plus la même, quoi. Steve Skitz, il écrit... T'as l'impression qu'il savait pas trop s'il allait être éjecté ou pas du titre, parce que très clairement, il n'envisage plus rien sur le long terme. C'est vraiment des petites histoires qui peuvent se compléter les unes les autres, mais dont il n'y a pas véritablement de fil rouge à proprement parler. Comme c'était le cas sur la recherche de Mera, quoi. Pendant cette période-là, en 1974, sur ce retour d'Aquaman, Adventure Comics, on sent que le personnage n'est plus totalement sûr de lui. Le doute l'envahit. C'est d'ailleurs le sujet d'une issue de Paul Levitz, je crois, de mémoire. Le doute l'envahit. Ouais, c'est ça, Paul Levitz. Dessin Mike Grell. Ah, il y avait du beau monde. Paul Levitz, Jim Aparo, Steve Skitz, Mike Grell, David Michelini qui va arriver un peu plus tard. Il y avait vraiment du beau monde sur le personnage à l'époque. Et c'est con parce que le personnage il était relégué à la dernière backstory du truc, quoi. Aquaman doute parce qu'en fait il a énormément de travail en tant que super-héros, en tant que souverain d'Atlantide. Et donc t'as l'impression qu'il sait plus vraiment trop où il en est, quoi. C'est pareil, ça c'est une thématique qui n'existait pas avant. Donc tu vois... on commence à s'attaquer à la psychologie aussi du personnage. Chose qui diffère littéralement de l'âge d'argent. Les héros de l'âge d'argent sont des héros tout propres sur eux, qui n'ont rien à se reprocher. Aquaman est clairement accaparé par son rôle de super-héros, et il y a une partie de la population atlante qui commence à lui reprocher de ne pas suffisamment s'impliquer auprès d'eux, de ne pas suffisamment s'impliquer dans son rôle de souverain d'Atlantide en fait. Et de ce fait, le Conseil constitutionnel, mené par un mystérieux Karshon dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il est à la tête du Conseil constitutionnel, vote pour la destitution du roi. Aquaman perd le trône. Il est obligé de s'exiler. Et donc, ses propres gardes se retournent contre lui. Et de ce fait, eh bien, Arthur décide d'emmener sa petite famille loin d'Atlantide, dans la fameuse Aqua Cave. Aqua Cave qui est une grotte qu'avait trouvé Garth lors de sa deuxième apparition. On était dans les années 60, au tout début des années 60. Garth avait trouvé une grotte et il l'avait offerte en cadeau d'anniversaire à Aquaman. Et puis finalement, Aquaman s'en servait un peu comme d'un débarras en fait. Parce que c'était censé être une Batcave pour Aquaman, seulement les scénaristes l'ont pas du tout utilisé. C'était juste un endroit dans lequel il entreposait ses trophées, ses souvenirs de ses missions, mais à aucun moment il avait établi véritablement son quartier général dans cette Aqua Cave. C'était une idée qui avait été balancée dans les années 60 et personne n'avait reprise, à part ici Paul Levitz. Mais voilà, c'était ça l'Aqua Cave, et donc là Paul Levitz il nous ressort l'Aqua Cave. Et là, il en fait clairement pour le coup un vrai QG avec une entrée secrète dissimulée dans un coquillage. Voilà, il dessine carrément le plan via une coupe ici transversale de la grotte. Il dessine le plan de la grotte. Et donc, la petite famille royale en exil part se réfugier dans l'Aqua Cave. Et à partir de là, ça va être la descente aux enfers pour Arthur. Tous ses ennemis vont réapparaître. Ses ennemis de l'âge d'argent. Le Scavenger, le Fisherman, Black Manta évidemment et Ocean Master, son demi-frère, Orm. Là t'as l'impression qu'Aquaman il se retrouve avec le monde contre lui. Et tout ça, ça va être une succession d'événements qui vont mener à la mort de son fils, des mains de Black Manta. Je vais être assez rapide sur la mort du prince parce qu'en réalité j'ai prévu d'en faire une review beaucoup plus développée, beaucoup mieux construite, beaucoup plus longue avec le copain Anto qui a prévu de le lire. Donc on fera une review complète comme on avait fait pour Atlantis Chronicles sur la mort du prince. Comme ça me permet d'aller un petit peu plus vite dans cette vidéo Aquaman Chronicles et de ne pas trop m'attarder là-dessus. Donc Arthur perd le trône et puis lorsqu'il peut le récupérer parce qu'il a éliminé Karshon, celui qui avait subtilisé le trône à sa place, celui qui avait détourné le trône, il décide, Aquaman, de laisser les responsabilités du royaume à Vulko. Voilà. Parce qu'au final, Karshon lui a quand même ouvert les yeux et Arthur estime que il n'avait pas totalement tort, ce Karshon. Que finalement Arthur serait peut-être plus efficace s'il oubliait d'être roi d'Atlantide et s'il se consacrait uniquement à son rôle de sauveur des océans. Et de ce fait, il délègue toutes les responsabilités à Vulko, qui ne devient pas roi d'Atlantide, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste qu'il devient un régent, c'est lui qui va gérer Atlantide à partir de maintenant. Donc il perd le trône, il perd son statut, et forcément il va perdre son fils des mains de Black Manta. Black Manta va capturer le Aqua Baby, Arthur Jr. Il va le placer dans un aquarium, dans lequel il va enlever l'eau afin de la remplacer par de l'oxygène, le même principe toujours. Et à partir de là, le compte à rebours commence.
Aquaman et Aqualad doivent s'affronter sous les yeux de Black Manta dans une arène, dans un combat de gladiateurs en arène, afin de déterminer la survie du bébé. Il faut qu'il y ait un mort pour que le bébé survive. C'est la règle imposée par Black Manta. Et à partir de là, tu comprends que le personnage d'Aquaman, il va littéralement vriller psychologiquement. Parce qu'il va faire des choses insensées. Vraiment. Et là, tu comprends que tu es en train de lire juste un père de famille qui perd les pédales. Qui perd la boule, qui sait plus où il en est, d'autant plus que ça a été amené plusieurs issues auparavant. Le fait qu'il commence à douter de lui, à douter de ses capacités, à plus trop savoir où il en est. Tout ça a été amené petit à petit par Paul Levitz. On a une succession d'auteurs à ce moment-là sur Adventure Comics. On a Paul Levitz, on a David Michelinie, on a Paul Kupperberg, mais ce qui est très cool, c'est que ce sont des auteurs qui s'entendent entre eux. Tu vois, il n'y en a pas un qui vient effacer ce qu'a fait l'autre avant lui. Non, là, pour le coup, David Michelinie reprend parfaitement la succession de Paul Levitz et Kupperberg reprend parfaitement la succession de Michelinie après. Donc, affrontement entre Aquaman et Aqualad. Le moment de tension est à son paroxysme. On est tellement en termes d'enjeu au summum que cet arc Death of a Prince va permettre le retour de la série Aquaman à l'épisode 57. La série Aquaman s'était arrêtée à l'épisode 56 en 1971 et donc là on est en 1977, on est 6 ans après les petits gars, 6 ans après, David Michelinie permet le retour de la série Aquaman à l'épisode 57. Voilà. Et le voici, ce fameux épisode dans lequel Arthur va forcément affronter l'assassin de son fils, Black Manta. Sans rentrer trop dans le spoil, il faut bien comprendre que ça c'est un événement marqueur pour le personnage. Dans sa carrière, ça équivaut à la mort de Gwen Stacy pour Spider-Man, ça équivaut à un deuil dans la famille pour Batman, c'est-à-dire que là on parle de deuil, on parle de la mort de son fils, c'est extrêmement violent, ça va avoir énormément de répercussions sur le plan psychologique du personnage, des répercussions qu'on va pouvoir lire sur le long terme en fait, et c'est ça qui est cool. C'est vraiment ce qui lui est arrivé de plus important en fait à Aquaman dans toute sa carrière. L'Aqua-Family va complètement voler en éclats. C'est un écho très sombre à l'âge d'argent. Pendant l'âge d'argent, dans les années 60, tout se créait. Tout était façonné. Je vous ai déjà fait la vidéo. Arthur rencontrait ses deux meilleurs potes, Topo en 56, puis Aqualad en 60. Après, il rencontrait sa femme en 1963. Il se mariait avec elle en 64. Ils avaient un enfant en 65. Il devenait roi d'Atlantide. C'était la belle vie. Tout allait bien pour eux dans le meilleur des mondes. Et là, c'est la déconstruction parfaite de l'âge d'argent à l'âge de bronze. Parce qu'en fait, cette famille vole en éclats, le bébé meurt, Aquaman perd son meilleur pote Aqualad à cause de cet affrontement. Aqualad qui d'ailleurs va décider de partir en solitaire pour mener sa petite enquête. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que lui est parfaitement chamboulé par ce qui vient de se passer. Il s'est fait attaquer par Arthur. Après, on peut comprendre Arthur qui essaie de sauver son enfant à ce moment-là. Et donc, forcément, ça va le blesser. Ça va le blesser, Garth, psychologiquement parlant, et de ce fait, il va avoir envie de se détacher un petit peu de tout ça et de partir en solitaire pour savoir qui il est réellement, parce qu'en fait, il le sait pas lui-même, quoi. Alors du coup, Aquaman, vu qu'il retrouve sa propre série à l'épisode 57 en 77, forcément, il déserte les pages d'Adventure Comics, et là se pose un problème. C'est qu'Aquaman, c'est celui qui faisait vendre Adventure Comics grâce à Michelinie. De ce fait, les éditeurs vont décider de conserver Garth dans les pages d'Adventure Comics et d'offrir une histoire à plusieurs embranchements. En lisant Aquaman, tu suis forcément tu suis Aquaman qui va rechercher Black Manta pour se venger de son fils. Tu vas suivre également Mera en solitaire parce que Mera, elle, en bonne mère qu'elle est, qui se respecte, elle va tout faire pour sauver son enfant qui n'est pas encore condamné. Il n'a pas encore rendu son dernier souffle, il y a peut-être encore un espoir de le sauver, donc Mera, vu que c'est une mère aimante, forcément elle va faire ce que feraient toutes les mères aimantes, elle va remuer ciel et terre, ciel et mer devrais-je dire, pour sauver son enfant, mais le problème c'est qu'elle va pas y arriver la pauvre, donc tu vas suivre son aventure en solitaire, elle va revenir dans son royaume original, la dimension Aqua, qui n'est pas encore appelée la dimension Xebel, puisque Xebel c'est le nom du scientifique, meilleur ami de Mera, c'est pas le nom de la dimension à l'époque. Donc tu vas suivre cette aventure de Mera, tu vas suivre le règlement de compte Aquaman Black Manta, et puis dans les pages Adventure Comics, tu vas suivre l'épopée de Garth, qui va enquêter et qui va comprendre que ses parents étaient roi et reine
donc le roi Tar et la reine Bera, et que à la base c'était des souverains idéalistes, pacifistes. Et le problème, c'est que le roi Tar a été pris de folie, il a voulu coloniser une partie de la surface, et ça n'a pas plu à ses sujets, forcément, et donc ses propres sujets se sont révoltés contre lui, et ils l'ont tué. Voilà. Et puis la reine Bera, elle est partie en exil, enceinte de Garth, et elle a donné naissance à Garth. Et puis après, on imagine qu'on peut recoller les morceaux avec l'origine story de Garth qu'on nous avait raconté dans l'Adventure Comics 269 en 1960, à savoir, Garth est un enfant aux yeux violets qui, étant donné qu'il avait une peur panique des poissons, des créatures sous-marines, il avait la phobie des animaux sous-marins, il a été envoyé à la surface comme tous les yeux violets de l'époque. Les yeux violets à l'époque, dans les années 60, c'était les gens qui naissaient en Atlantide, mais qui n'avaient pas les capacités pour survivre en environnement aquatique. C'était des gens qui n'arrivaient pas à s'adapter à l'environnement dans lequel pourtant ils étaient nés, et de ce fait, ils étaient renvoyés dans des capsules de survie à la surface lorsqu'un bateau passait. On les appelait les yeux violets. Et donc là, on va inventer toute la mythologie des idyllistes, donc, concernant les yeux violets, qui en réalité sont des gens qui sont retournés au fond de l'océan et qui ont construit leur propre civilisation à eux, dans une cité qui s'appelle la Cité des tribus perdues. Et en fait, les yeux violets, donc ces gens-là, qui arborent d'ailleurs les mêmes couleurs que Garth, le rouge et le bleu, ils vont créer leur micro-société des pacifistes, des idéalistes. Voilà. D'ailleurs, Peter David en parlera dans Atlantis Chronicles. Et c'est de ce peuple-là qu'est issu Garth, en fait. Donc ça, il va le découvrir. La série Aquaman se termine définitivement en 1978 à l'épisode 63, c'est-à-dire qu'à partir de là, il n'y aura plus de série Aquaman. Terminé. Pas avant 1986, mais on va pas parler de la série de 86 parce qu'au niveau des dates, du coup, on sera plutôt dans l'âge sombre. Pardon. Alors après, un tel événement qu'est la mort du prince, ça va être très compliqué pour les scénaristes qui vont suivre de répondre à ça et de remettre la barre à la hauteur à laquelle elle a pu être pendant la mort du prince. Parce qu'en termes d'enjeu, ça va être compliqué de faire plus en fait. La famille est détruite, le bébé est mort, le couple Mera-Arthur bat très clairement de l'aile, et on peut comprendre pourquoi, mais ça je ne vais pas vous le spoiler. Donc vraiment, puis Garth et Arthur, leur relation n'est plus du tout la même. D'ailleurs, Garth il perd en exposition pendant tout l'âge de bronze. Là où pendant l'âge d'argent il était omniprésent, il partageait tout le temps l'affiche avec Aquaman. Là, pendant l'âge de bronze, petit à petit, il va être relégué à un personnage de second plan et il va perdre progressivement en exposition. Et au final, Garth, pour devenir le Garth qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un personnage de dernière zone, quoi, dont tout le monde se branle. Voilà. Donc ouais, c'est très compliqué après la mort du prince de rebondir, et ça va très vite se ressentir. On a un scénariste qui prend la relève de Paul Kupperberg qui a terminé tout cet arc. Ce scénariste, c'est Bob Rozakis. Et Bob Rozakis, il va s'occuper du personnage entre 1979 et 1983, pendant 4 ans. Donc il va avoir le temps de faire beaucoup de choses sur le personnage, malheureusement des choses peu mémorables. D'ailleurs, sachez que si vous avez la mort du prince dans votre collection, vous avez l'essentiel de l'âge de bronze d'Aquaman. Parce que, même si je considère The Search for Mera comme étant le point d'entrée de l'âge de bronze, et essentiel à ce niveau-là, l'intérêt de ce bouquin est plus historique qu'autre chose, parce que l'histoire est cool, mais ça reste une histoire très empreinte de ce côté ingénu qu'on avait dans les années 60, un peu neuneux, un peu loufoque, un peu concon. Il y a encore un peu de ça dans The Search for Mera, ça date de 68. Donc malgré tout l'aspect évolutif que j'ai pu vous citer, ça a quand même mal vieilli, The Search for Mera. Deadly Waters, franchement je le déconseille. C'est un retour en arrière, c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément besoin. Et donc la mort du prince, là-dedans, Urban a parfaitement fait son boulot d'édition, son boulot de publication, parce que vraiment ils ont ressorti exactement ce qu'il fallait ressortir, quoi. Le retour d'Aquaman en 74 dans Adventure Comics, et puis toute la fin, tout l'arc Carchon, Exil et la mort du bébé, quoi. On en était à Bob Rozakis. Bob Rozakis qui reprend après Death of a Prince, et là tu comprends que le pauvre vieux il pédale dans la semoule. Très compliqué pour lui. Déjà, il va multiplier les intrigues peu intéressantes. Donc là, on va être sur de la publication Adventure Comics
puis World's Finest, puis retour dans Adventure Comics, et après quoi le personnage va finir sa course de l'âge de bronze dans les pages d'Action Comics. Et pendant toute cette période, toute cette errance éditoriale, et ben c'est Bob Rozakis qui va coller au basque d'Aquaman. Pas que, il y aura aussi un autre scénariste dont je vais parler juste après, mais c'est Bob Rozakis qui va écrire plein de sous-intrigues, il va partir dans tous les sens, et ça va être sans queue ni tête, quoi, très clairement. Tu sens qu'il y a une espèce de fil rouge qui essaye de se détacher d'issues en issues, et ce fil rouge, je l'appellerai la mer de Sargasso. Donc la mer de Sargasso, c'est une dimension alternative, sous-marine, créée par la sœur d'Atlana au moment où la catastrophe a emmené Atlantide sous les eaux. À ce moment-là, la sœur d'Atlana, qui s'appelait Atlena, a essayé d'inventer une machine pour envoyer une partie du peuple atlante dans une dimension afin de les sauver, de les protéger de la catastrophe. Et ça a plus ou moins marché parce que la dimension en question a été créée au fond de l'eau. C'est une espèce de zone fantôme dans laquelle on ne peut pas s'évader en fait. Et donc il y a une partie du peuple atlante qui a été TP dans cette dimension-là, dont Atlena. Et Atlena, elle va essayer d'interagir avec notre monde à nous, donc Terre 1 à l'époque, notamment avec Aquaman, pour essayer de faire connaître sa présence et de faire en sorte qu'Aquaman les libère. Okay, ça, c'est le fil rouge de Bob Rozakis, qui va revenir, entre guillemets, à chaque issue. Seulement, les issues en elles-mêmes, elles vont proposer des intrigues qui n'ont rien à voir les unes les autres. Donc d'un côté, c'est très étrange parce que ça part dans tous les sens, et de l'autre, t'as cette espèce de fil rouge, mais lui-même, t'as l'impression qu'il sait pas où il va avec cette histoire de la mer de Sargasso. Et d'ailleurs, il y a un épisode dans lequel Arthur et Mera reviennent à New Venice. Alors New Venice, c'est une ville explorée pendant l'âge d'argent par Aquaman. D'où son nom, New Venice. Ben voilà, c'est une ville qui très clairement fait penser à Venise, quoi. C'est une ville à la limite de la terre et de la mer, quoi, avec des rues entièrement inondées. Et c'est une ville qu'avait déjà exploré Aquaman au tout début de l'âge d'argent. Et donc là, il va revenir, Aquaman, avec Mera, à New Venice. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont envie de se couper d'Atlantide, c'est Vulco qui gère. Et puis, ils n'ont plus envie de vivre à Atlantide parce qu'ils pensent que leur simple présence en Atlantide pourrait faire peser d'autres menaces sur le peuple, ce qui n'est pas totalement faux. Et donc, ils décident de s'exiler littéralement d'Atlantide pour le coup et d'aller à New Venice. Et c'est dans les anciens quartiers de la police, donc c'est un bâtiment qui est submergé, qui est sous l'eau, qu'ils vont établir leur nouveau lieu de résidence, on va dire. Lorsqu'ils arrivent à New Venice, il y a un épisode dans lequel Bob Rozakis se contente de te rappeler l'origine historique du personnage. Le maire lui fait visiter le musée de New Venice en l'honneur d'Aquaman. En fait, il a son propre musée, comme Flash a son propre musée à Central City. Aquaman, il a son musée à New Venice. Et en fait, en se baladant dans le musée, il voit des tableaux, il voit des photos de lui, etc. Et en fait, ça va permettre à Aquaman de se remémorer son origin story et de la remémorer au lecteur par la même occasion. On est toujours sur l'origin story de Robert Bernstein de 1959. Donc là, très clairement, quand tu lis ça, tu te dis, ouais, effectivement, il sait pas où il va. Le mec là, il prend son temps. Il te raconte l'origin story, c'est pas du boulot, quoi. C'est vraiment histoire de gagner du temps. Et tu te retrouves à lire des histoires loufoques avec des nazis qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale et qui veulent créer un paradis artificiel sous l'eau. Et de ce fait, ils capturent Arthur pour que ce dernier les emmène en Atlantide pour qu'ils puissent prendre possession d'Atlantide. Ok ? Des nazis. On est en 1979 quand ça sort, ça. Bon. T'as une histoire dans laquelle Arthur est confronté à des pieuvres extraterrestres qu'on appelle des hexapus. Parce que des octopus, ça a 8 membres, des hexapus, ça en a 6. Et donc là, on est sur des pieuvres à 6 tentacules. Des pieuvres extraterrestres. Ok, là on est en 1981 quand ça sort, ça. T'as aussi une issue dont je me rappelle, dans laquelle Aquaman fait appel à Atom. Parce qu'Aquaman et Atom étaient très liés, ils travaillaient très souvent ensemble avec Brave and the Bold ou World's Finest à l'époque. Et Aquaman fait appel à Atom parce qu'en fait, il est tombé nez à nez sur une espèce de poisson blob dans l'eau, en fait, un truc qui grossissait à vue d'œil ou alors qui diminuait jusqu'à atteindre une taille microscopique. Et donc forcément, il appelle Atom pour l'aider à enquêter sur ce poisson blob. Voilà. Excuse-moi, mais lire ça en 1981, c'est chaud, quoi. Ça, c'est très clairement un récit qui aurait trouvé sa place en 1959-1960. Donc, ouais, après la mort du prince, lire des choses qui typiquement rappellent le Silver Age,
c'est pas forcément une belle évolution pour le personnage. Et je pense savoir pourquoi. Quand on lit la biographie de Bob Rozakis, on se rend compte que le mec est né en 1951. Donc il a grandi, probablement, avec le Aquaman de Robert Bernstein, de Ramona Fradon, de Bob Haney, dans les années 60. Je pense vraiment que notre cher Bob Rozakis, eh ben, il était mélancolique de cette époque qu'on aurait voulu révolue une bonne fois pour toutes, en 1980, et de ce fait, eh ben, ces histoires, très clairement, s'inspirent du Silver Age, quoi. Et ça a été vraiment pénible à lire. Toute cette période Bob Rozakis, 4 ans de lecture, là, ça a été très compliqué à lire. Après La Mort du Prince, se retaper un retour en arrière comme ça d'une vingtaine d'années, c'est très très douloureux, quoi. Par contre, tout n'est pas si mauvais, parce que pendant cette période, il y a un certain John Mark de Matteis, qui est un scénariste très connu encore à l'heure actuelle, de l'univers d'ici et pas que, il a aussi beaucoup travaillé pour Marvel, qui va l'épauler. Et alors là, je serais très curieux de savoir comment ça s'est passé, parce que tu as vraiment l'impression que John Mark de Matteis vient en renfort. Parce que Bob Rozakis, probablement, ne sait pas où il va avec son histoire de la mer de Sargasso, voilà, qui est toujours là, sous-jacente dans ses intrigues, mais qui en elle-même ne va nulle part. Et John Matteis, il arrive, et dès son arrivée, il redonne de l'aplomb à tout ça, il essaye de restructurer le truc, de repartir dans une direction, de réaffirmer les choses. Et ce que va réaffirmer notamment John Mark de Matteis, c'est le côté iconique d'Aquaman. Ouf. Parce que Bob Rozakis, c'est retour aux années 60, comme j'expliquais. Donc Aquaman retrouve son comment on appelle ça, son hippocampe, Storm, qu'il chevauchait dans les années 60. On est clairement sur le Aquaman des années 60, et quand John Mark de Matteis arrive et écrit Aquaman à ce moment-là, Bob Rozakis ne part pas du titre. Bob Rozakis laisse le titre vacant, c'est John Mark de Matteis qui reprend l'écriture, et Bob Rozakis reviendra après. Mais lorsque John Mark de Matteis arrive, tu sens qu'il y a une volonté de réiconiser le perso quand même. Et il va le faire dans chacune des issues, j'ai envie de dire. T'as par exemple ce passage dans lequel il y a une partie des habitants de New Venice qui sont ligués contre Aquaman parce que la ville s'est fait attaquer par un super vilain d'Aquaman, et de ce fait ils tiennent Aquaman pour responsable de l'attaque qui a été faite à New Venice. Et donc tu as une partie des habitants qui moquent Aquaman, qui est en train de rentrer chez lui, qui le regarde dans la rue, qui le moque, et tu en as un qui dit à son pote, regarde, ce mec là c'est un tocard, en dehors de l'eau il vaut rien. Il prend une brique et il lui balance à la gueule, seulement Aquaman, sans même regarder, il saisit la brique à pleine main et il la casse en refermant son poing. Et ça, putain, c'est épique, bordel de merde. Parce que ça veut dire, non mec, c'est pas juste un personnage qui est bon sous la flotte en fait, tu vois, c'est plus que ça Aquaman en fait. Dans Adventure Comics 476 en 1980, Arthur et l'androïde Poséidon se battent pour New Venice. Dans la bataille, un dauphin, soumis au contrôle mentaux des deux personnages, perd la vie, son système nerveux poussé à bout sous la pression. Aquaman rentre alors dans une détresse psychologique intense et remet la légitimité de son pouvoir télépathique en doute. À quel genre d'éthique peut bien répondre le fait de priver de son libre arbitre quelque forme de vie qu'il soit? À la fin de l'épisode, plusieurs douzaines de créatures marines viennent parader pour prouver leur fidélité éternelle à leur seul véritable maître. Elles le suivront, quoi qu'il leur en coûte, non pas par devoir ou obligation, mais uniquement par amour. Donc, par des petits procédés comme ça, John Mark de Matteis il contribue très clairement à essayer de réhabiliter le personnage, qui en a grandement besoin à cette époque. Quelque chose qui est très étrange également, c'est que tu as l'impression que on ne parle plus du bébé, on ne parle plus de la mort du prince, comme si ça n'avait jamais existé. Et le ton des histoires est très léger, très, très années 60 une fois de plus. On a perdu ce côté dramatique qu'on avait avec Paul Levitz et David Michelini. Donc, j'ai fait mon petit travail d'enquête, j'ai lu quelques courriers des lecteurs de l'époque, et je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui se plaignaient de l'aspect sombre qu'avait pris le titre Aquaman avec la mort du prince. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas digéré le fait qu'on ait tué un bébé, ils trouvaient ça beaucoup trop peut-être gratuit, je sais pas, en tout cas c'est pas gratuit, il faut lire La Mort du Prince pour comprendre que tout ça est parfaitement écrit. C'est une succession d'événements parfaitement logiques qui mènent à la mort du bébé, quoi. Et il y a des gens qui s'étaient plaints de ça à l'époque, donc peut-être que Bob Rozakis n'est pas entièrement responsable de ce qui est écrit sur Aquaman dans les années 80, peut-être qu'il y a une pression de la part de DC Comics qui lui dit retourne sur des trucs beaucoup plus gays, beaucoup plus joyeux, ce que les gens ils n'ont pas digéré en fait. Tu vois. Probablement.
J'en sais rien, c'est la réflexion que je me suis faite en lisant quelques courriers des lecteurs où vraiment les gens n'étaient pas très contents de ce qui s'était produit avec le bébé. Bon. Quoi qu'il arrive, je trouve que c'est vraiment dommage parce que le personnage était en avance sur son temps avec The Search for Mera en 68, et puis finalement il termine l'âge de bronze, donc si on s'en réfère une fois de plus à la date butoir de 1985, il termine l'âge de bronze à bout de souffle, avec des récits kitsch, des récits vieillots, des récits qui sont plus du tout en phase avec leur époque, donc nouvelle preuve que finalement ce concept d'âge, c'est pas très précis, parce que là on est en 1982, on lit des trucs qui auraient pu sortir en 59 quoi. Donc là on est sur Action Comics parce qu'Aquaman termine sa publication de l'âge de bronze dans les pages d'Action Comics, ok. Et c'est une espèce de volonté de déconstruire le mythe Tom Curry, Atlanna, les parents biologiques d'Aquaman. On les fait revenir. Alors attention les petits gars, là c'est compliqué. Atlanna n'est pas morte. En réalité on apprend qu'elle a survécu à la catastrophe d'Atlantide, évidemment comme sa sœur Athéna. Et donc elle n'est pas morte. Elle a fricoté avec les habitants de Tritonis, elle s'est réfugiée à Tritonis, qui est l'autre cité jumelle, hein, Poséidonis, Tritonis, tout ça, vous le savez maintenant, dans laquelle les gens avaient des queues de poisson, les femmes étaient des sirènes et les hommes des tritons, et donc Atlanna est devenue habitante de Tritonis pendant un certain temps, et puis après quoi, elle a rencontré Tom Curry, ils ont eu Arthur, et puis elle est morte. Mais elle a ressuscité. Ok ? Elle a ressuscité, mais quand elle est revenue à elle, un petit peu à la manière du puits de Lazare, en fait, elle était complètement folle. Elle avait perdu la raison. Et elle voulait reprendre le contrôle des océans. Elle a placé la conscience de son défunt mari, Tom Curry, donc le papa d'Arthur, dans un androïde à l'image de Poséidon. Et elle a ligué Ocean Master, donc Orm, contre Arthur. Contre Aquaman. En très gros, elle est devenue une super vilaine dans le monde d'Aquaman parce qu'elle a perdu la raison. Voilà ce qu'il faut retenir. Typiquement le genre de truc qu'on n'a pas envie de lire. Dès le Adventure Comics 475, Dematteis propose également un nouvel enjeu intéressant. Mera se meurt, sa condition physique se détériore car les cellules de son corps ne parviennent plus à s'adapter à Terre 1. Elle doit retourner dans sa dimension originale où elle mourra. Malheureusement, à son retour sur le titre, sur le Action Comics 536, Bob Rozakis ne fera rien de cette piste lancée par son successeur, qu'il balayera d'un revers de main, proposant à la place une rivalité banale entre la Belle Rousse et une rebelle qui tentera d'usurper le trône dans la dimension Aqua. À la fin de l'arc, Mera regagnera inexplicablement la possibilité de retourner vivre sans problème dans le monde d'Arthur, désamorçant de ce fait l'idée de base de séparer le couple et privant le lecteur d'une scène d'adieu déchirante et d'un dilemme intéressant imposé à Arthur. Rester dans un monde qui n'a plus rien à lui proposer ou partir avec sa belle à la découverte de nouveaux horizons. Décidément, la réflexion et le tragique n'ont pas leur place sous la plume de Rozakis. Et finalement, après ça, Aquaman va cesser d'apparaître. Une fois de plus, on ne pourra le lire que dans les aventures de la Justice League of America. Et je pense que j'ai fait le tour. Cette vidéo est beaucoup trop longue, je suis désolé. Je voulais vraiment rentrer en détail dans cette période qui est fascinante. Vraiment, tout le milieu des années 70 avec l'arc Karshon et la mort du prince, ça c'est vraiment quelque chose à lire. C'est un pan, je pense, très important de l'univers de DC Comics. Et on a de la chance en France d'avoir un éditeur comme Urban, parce que tout ça est disponible, donc ça vraiment je vous invite à lire. Alors oui, ça a vieilli, hein, mais c'est quand même extrêmement bien raconté. Tout le travail qui est fait avec les super vilains, ça vous permet déjà de vous familiariser avec le Aquaverse, avec les super vilains les plus iconiques d'Aquaman, que ce soit Black Manta, que ce soit Karshon qui va avoir une apparition dans le film, dans le prochain film, que ce soit avec le Scavenger, avec le Fisherman. Enfin voilà, c'est une très bonne utilisation de tout ce beau monde en fait, et c'est finement écrit, voilà, la détresse psychologique d'Arthur, tout ça, voilà. Vraiment c'est génial quoi. J'espère vraiment parvenir à vous partager toute la passion que j'ai pour ce personnage, parce qu'il y a énormément de choses passionnantes à lire le concernant, donc ça, et si vous êtes familiarisé avec l'anglais, essayez The Search for Mera, ça vaut quand même le coup, parce que ça c'est un cas d'école, ça permet de comprendre plein de choses. Concernant l'évolution des comics, la tournure qu'ils ont pris entre les années 60 et 70, et ça pour moi c'est
c'est peut-être le récit le plus représentatif de cette période de transition entre l'âge d'argent et l'âge de bronze, quoi. Merci à vous tous les petits gars, je vous dis à très bientôt et puis on rentrera plus en détail concernant La Mort du Prince très bientôt avec une review en duo avec mon pote Aqualad Anto. Et d'ici là, prenez soin de vous les petits gars, encore merci à vous tous. Ciao.